Bonsoir à tous, je suis très contente de vous voir ce soir. Donc si vous êtes ici, c'est pour assister à notre événement Jeunes en difficulté, défis et espoirs. Donc j'espère que vous allez passer une agréable soirée de grande vulgarisation scientifique. Donc moi je m'appelle Eva, je suis la bénévole ce soir qui va animer cet événement. Donc pour ceux qui sont peut-être novices avec Bistro Brain, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de... Oh, wow. Merci beaucoup. Pardon, de diffuser la science à travers le plaisir. Donc ce soir, on a le plaisir de vous accueillir en collaboration avec le groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke, GRISE, l'équipe de recherche sur les difficultés d'adaptation des jeunes et intervention de réadaptation AJIR et la faculté d'éducation. Cette soirée est aussi possible grâce à nos commanditaires, donc le SAREUS et le club Rotary de Sherbrooke. Donc, comment ça va se passer ce soir? On a 4 présentatrices qui vont faire leur présentation qui vont durer à peu près 12 minutes et ce sera suivi de 5 minutes de questions. Au fond de la salle, on a un micro. Surtout, n'hésitez pas à vous lever et à aller parler dans ce micro pour que tout le monde puisse profiter de votre question. Voilà. Soyez attentifs aussi, puisque comme dans tous les événements Bistro Brain, on aura un quiz à la fin. Donc restez avec nous. Donc nous tenions à remercier ce soir nos collaborateurs, donc le GRISE, l'équipe AJIR et la faculté d'éducation, nos commanditaires, le SAREUS et le club Rotary de Sherbrooke, mais aussi notre partenaire Le Boquet-Bière et toute son équipe qui est présente ce soir. Et avant de commencer les présentations, Sophie Couture, membre de l'équipe AJIR, voudrait nous dire quelques mots. Bonjour tout le monde, on est content d'être arrivé à cette étape de la journée, le 5 à 7. J'espère que vous allez profiter de votre verre. Donc, je ne sais pas pour vous, moi, ma journée a commencé assez tôt avec un café, j'ai ouvert mes courriels, j'ai répondu à une étudiante qui me posait des questions sur un article scientifique. Elle avait de la misère à comprendre certaines parties de l'article et elle se demandait est-ce que je dois l'ajouter dans ma recension ou pas. Après ça, je suis allée au travail, j'ai rencontré une collègue, on a parlé d'enjeux qu'on a avec le recrutement en ce moment dans les milieux. Donc, on s'est donné quelques conseils, on a parlé de ça quelques instants. Puis après ça, je me suis installée dans mon bureau, puis j'ai enfin eu le temps d'écrire un peu pour un de mes articles scientifiques qui traîne depuis trop longtemps. Donc ça, c'est un petit aperçu de mon quotidien, de notre quotidien en psychoéducation, puis en d'autres sciences sociales également. Donc, c'est une partie de notre quotidien de recherche. Un quotidien qui un peu structure notre travail, notre vie, un peu comme la structure d'une voiture, là, une charpente de voiture. Donc, la charpente, bien, c'est sûr que visiblement, je ne suis pas douée avec les véhicules, là. On n'appelle pas ça la charpente, mais chez les couleurs et ces choses-là, donc ce n'est pas ma force. Mais si il faut avoir une image quand on fait des présentations, moi j'ai pris la voiture, donc chacun ses choix. Donc moi j'ai choisi la voiture, mais parce que j'aime les road trips. Moi je suis une personne qui aime ça, partir sur la route. Et avec mes collègues, j'aime ça en recherche, partir en road trip avec des collègues, avec des étudiants et étudiantes, les auxiliaires de recherche, donc toutes ces personnes que l'on côtoie dans notre quotidien en recherche. Donc moi, je pars en road trip avec mes collègues, avec mon groupe de recherche, le GRISE, avec l'équipe AGIR aussi, l'équipe AGIR qui est aussi notre propulseur, donc une voiture électrique, donc notre électricité qui nous amène à avancer. Je continue avec ma métaphore. Donc voilà, donc mon équipe AGIR qui est là pour essayer de comprendre les besoins des jeunes en difficulté. Une équipe qui est dirigée par Nadine Lanctot, professeure aussi au département. On est plusieurs membres ce soir présentes pour vous parler de notre intérêt pour la jeunesse en difficulté, pour les interventions en réadaptation et pour essayer de vous donner le goût d'en apprendre un peu plus sur le sujet. Donc ce soir, on aura la chance d'avoir tout d'abord Laurence Magna-Tremblay, qui est étudiante au doctorat au département, suivie de Vicky Jubinville à la maîtrise. Après la pause, il y aura Catherine Pascuzzo, qui est professeure au département également,
Et pour terminer, Roxane Perrin-Plouffe, étudiante au doctorat. Donc, merci d'être là avec nous ce soir, puis je laisse la parole à ma collègue. Comme vous le disiez, Sophie, nous allons commencer donc par Laurence, qui nous aidera à mieux concevoir la transition à la vie adulte chez les jeunes. Donc, candidate au doctorat en psychoéducation, Laurence débutera cette première partie de soirée sur la prise en charge des jeunes. Je vais m'essayer comme ça. Vous me direz si vous m'entendez pas bien. Faites-moi des signes. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait tellement plaisir d'être là ce soir avec vous pour vous parler d'un de mes sujets préférés, les jeunes pris en charge et la transition à la vie adulte. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si pour vous, l'idée de devenir un adulte, c'était associé à quelque chose, comme on voit ici sur l'image, à quelque chose de plutôt positif. Est-ce que vous vous disiez, par exemple, enfin, j'ai toute la liberté que je veux, je peux faire ce que je veux, quand je veux, j'ai personne pour me taper sur la tête. Est-ce que pour vous, à main levée, ça ressemblait plus à ça? OK, quand même, quelques-uns. Peut-être pour les autres, ça ressemblait plus à ça, où vous vous êtes dit « Épelaille, pas sûr que ça me tente, moi, les responsabilités qui viennent avec la transition à la vie adulte, bring me back. » Est-ce qu'il y en a pour d'autres où c'était plutôt ça? OK, moins. Vous faites partie de ceux qui sont retournés chez leurs parents puis qui vont rester là jusqu'à 42 ans, c'est ça? En fait, moi, je vous parle de transition à la vie adulte parce que je m'intéresse spécifiquement à ce sujet-là auprès des jeunes qui ont été pris en charge. Là, vous vous dites, les jeunes quoi? Les jeunes pris en charge ou les jeunes placés, c'est des jeunes qui ont été... Oui, c'est ça. C'est là que ça kick in, le stress. C'est des jeunes qui, après une décision de la protection de la jeunesse, en fait, qui ont été hébergés dans différents milieux pour assurer leur sécurité, mais aussi leur développement. Donc, on peut parler des jeunes, par exemple, qui ont vécu des abandons, des mauvais traitements psychologiques, des abus sexuels ou physiques, ou qui ont été exposés à la violence conjugale, par exemple. On parle aussi des jeunes qui ont des troubles de comportement sérieux, donc des jeunes qui compromettent leur intégrité physique ou psychologique ou celle des autres. Puis on parle aussi des jeunes contrevenants, lorsque les jeunes qui ont 12 à 17 ans ont commis des délits, par exemple. Les jeunes, dans le fond, qui ont été placés peuvent être hébergés dans différents milieux, notamment les familles d'accueil. Donc, c'est des jeunes qui vont être amenés à être placés chez un proche de la famille, par exemple, ou dans une famille qu'ils ne connaissent pas. C'est des jeunes qui peuvent être amenés à être placés en foyer de groupe, donc dans la communauté, dans un logement où il y a aussi des intervenants, puis d'autres jeunes pris en charge avec eux, ou en centre de réadaptation. Donc, vraiment, c'est sur un site où il y a de différentes unités avec là aussi des jeunes qui ont été placés et des équipes d'intervenants. Pendant leur prise en charge, les jeunes, en fait, vont recevoir un accompagnement spécialisé de personnes professionnelles pour répondre à leurs besoins, mais aussi assurer leur développement. Le placement, il peut varier, il peut être de plus courte durée, de plus longue durée, il peut même aller jusqu'à l'âge de la majorité. Puis à l'âge de la majorité, en fait, le placement se termine, puis les jeunes vont entamer leur transition à la vie adulte. Je vous parlais de votre propre transition à la vie adulte, en fait, parce que pour les jeunes qui ont été pris en charge, c'est une période qui est plutôt complexe, qui amène son lot de défis. Lorsque le placement se termine, en fait, ça coïncide souvent avec la fin des services dont les jeunes bénéficiaient jusqu'ici, mais aussi ça implique pour eux de devenir autonomes beaucoup plus rapidement, en fait, que les jeunes de leur âge, dans un contexte où les ressources sont parfois limitées. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur moi et mon projet de recherche, j'aimerais, je me suis dit que je pouvais me permettre une question en retour pour savoir, apprendre un petit peu plus à vous connaître également. Alors, j'aimerais savoir à main levée, qui n'a jamais menti? Ça donne confiance en l'humanité. Donc, tout le monde a déjà menti, rassurez-vous. Je ne parle pas des gros mensonges nécessairement. Je parle peut-être plutôt des fois où on omet de dire quelque chose, un ou deux détails dans une conversation, par exemple. Et rassurez-vous, ça arrive à
tout le monde. On peut le faire pour se montrer sous un meilleur jour. On peut aussi le faire pour ne pas décevoir une personne de notre entourage ou même pour se protéger du regard des autres parfois. Ça, c'est moi qui mens à mes amis quand je leur dis que j'ai manqué leur appel parce que c'est pas ma passion parler au téléphone. Ça, c'est moi quand je mets à mes amis également le vendredi soir quand ils me demandent si je suis prête pour sortir, mais que je préfère leur dire que je suis trop occupée et que je préfère Netflix and chill avec mon chat. Maintenant, on peut se demander qu'est-ce qu'il y en est pour les jeunes pris en charge. Selon vous, est-ce que ça peut leur arriver de mentir ou de cacher certaines informations à leur entourage? Avez-vous des petites idées de pourquoi les jeunes seraient amenés à faire ça? Pas d'idée? Bien, c'est parfait. Je suis là pour vous en parler. Alors, les jeunes pris en charge, en fait, ça peut aussi leur arriver de cacher certaines informations à leur entourage pour limiter les conséquences du stigma dont ils sont la cible. On peut penser à un exemple du quotidien, par exemple, quand les médias véhiculent contribuent en fait au stigma des jeunes pris en charge en véhiculant l'idée que les jeunes peuvent commettre des délits ou être dangereux. Quand ils véhiculent l'idée que les jeunes peuvent être à risque de présenter des troubles de santé mentale ou de se retrouver dans la rue, ou qu'on devrait s'inquiéter de leur avenir à la transition à la vie adulte. Si vous remarquez, toutes les images ici représentent des jeunes en détresse qui sont enfermés dans des hôpitaux ou qui se retrouvent dans la rue. Moi, dans mon parcours, ce qui m'a particulièrement frappée, c'était que la recherche pouvait aussi contribuer à la stigmatisation des jeunes pris en charge. En fait, en recherche, on est souvent amené à justifier, à présenter quels sont les problèmes, c'est quoi le problème en fait, c'est quoi l'ampleur du problème, pourquoi c'est un gros problème, à quel point ça a des conséquences importantes pour les personnes concernées. Puis ce qui est intéressant de voir, l'image que vous voyez ici, c'est une image de mots qui est formée à l'aide de tous les termes que 45 recensions des écrits sur la transition à la vie adulte utilisent pour justifier la pertinence de s'intéresser à ce sujet-là. Donc, ces 45 études-là utilisent des mots qui font référence à la vulnérabilité des jeunes, aux risques qu'ils présentent, aux problèmes qui surviennent à la transition à la vie adulte, puis aussi aux sombres perspectives d'avenir pour eux. C'est marquant, là. Il n'y en a pas une qui utilise des mots autres que ça. On peut se demander, c'est quoi les conséquences que ça a d'adopter une telle perspective pour les jeunes pris en charge? Ce que ça fait quand on adopte une perspective qui est axée sur les défis ou les difficultés que les jeunes présentent, bien, ça peut faire en sorte qu'on a l'impression que tous les jeunes vont vivre des difficultés au tournant de l'âge adulte, et ça dans toutes les sphères de leur vie. On peut penser, par exemple, qu'ils vont avoir des problèmes dans leurs relations personnelles, en lien avec l'emploi, l'éducation, les finances, le logement, ou même leur rôle de parents. On peut aussi penser qu'ils vont avoir des démêlés avec la justice ou qu'ils vont avoir des problèmes de consommation. Le problème, c'est que ça montre juste une seule facette de la vie des jeunes. Ça peut aussi avoir des conséquences dans leur vie au tournant de l'âge adulte, notamment limiter les occasions ou les opportunités qui leur sont offertes. Ça peut leur renvoyer l'image que sont bien mieux de se débrouiller tout seuls dans le fond, puis ça contribue à leur isolement social. Je ne sais pas pour vous, mais la vie, c'est rarement noir ou blanc. Il y a souvent, en fait, dans la vie, quelqu'un sur qui on peut compter dans notre entourage. On va également vivre certains accomplissements, des apprentissages, puis aussi des réussites. Puis c'est important d'en tenir en compte pour montrer d'autres facettes de la vie de ces jeunes-là. Ce qui est encourageant, c'est qu'il y a plusieurs chercheurs qui, maintenant, soulignent l'importance de considérer les jeunes dans leur globalité, mais aussi dans toutes les nuances qu'ils présentent, comme moi, qui travaille fort sur mon doctorat. Ça se passe bien, je vous rassure.
ce que les recherches montrent, en fait, c'est que les recherches qui adoptent cette perspective-là, dans le fond, ils montrent que c'est pas tous les jeunes qui s'en sortent mal. Il y a même des jeunes qui parviennent à surmonter les défis, puis à s'adapter durant cette période-là, puis qu'on a tout à apprendre, finalement, de leurs expériences à eux aussi pour aider les prochains jeunes qui vont passer par là. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que la manière de voir les jeunes, ça a aussi un impact sur la manière dont on développe les pratiques pour les accompagner. Jusqu'ici, on a surtout développé des pratiques qui visaient la gestion du risque, mais aussi la diminution des difficultés plutôt que d'encourager le développement des capacités puis des ressources des jeunes. On peut penser, par exemple, aux jeunes mères aux jeunes femmes, en fait, qui vont devenir mères. On a surtout visé la prévention de la grossesse. On veut à tout prix pas qu'elles deviennent mères, mais au contraire, c'est quelque chose qui va arriver puis qui est important pour elles. Alors, pourquoi pas les accompagner puis les aider à développer leurs capacités. J'avais envie de finir, en fait, si j'ai le temps, sur les propos que les jeunes m'ont rapportés dans le cadre des différents projets dans lesquels je me suis impliquée au cours de mon doctorat, puis qui résonnent avec les constats qu'on voit dans la recherche. Donc, en fait, les jeunes souhaitent pouvoir s'inspirer de modèles positifs dans leur entourage, c'est-à-dire qu'ils aimeraient ça pouvoir apprendre de jeunes qui sont passés par là eux aussi, donc qui ont été placés puis qui ont entamé leur transition à la vie adulte, puis apprendre de leurs bons coups au final, pour pas juste avoir des modèles qui ont eu des difficultés puis des embûches. Ils souhaitent aussi pouvoir avoir des occasions et des opportunités pour pouvoir faire valoir leurs intérêts, leurs forces puis leurs capacités. Ça veut dire de leur laisser le temps puis l'espace pour parler des choses qui sont importantes pour elles, mais aussi d'investir les activités que eux jugent importantes pour eux. Au final, les jeunes souhaitent jouer un rôle plus actif dans leur vie. Ça veut dire pouvoir prendre part aux décisions qui les concernent tout en étant accompagnés. Alors, s'il y avait un message à retenir, c'est que les expériences des jeunes présentent plusieurs nuances. Elles sont toutes importantes les unes que les autres. C'est de reconnaître que oui, les jeunes traversent des défis importants, mais que c'est tout aussi important de s'intéresser à leurs forces, leurs capacités, leurs ressources, puis qu'on a tous un rôle à jouer dans la manière de mettre en lumière ces expériences-là. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Pile, t'as fini 6 secondes avant la fin. Est-ce qu'on a des questions? Oui. En ce moment, Ah oui, je répète la question. Donc, vous me demandez si ce que je présente aujourd'hui, c'est un projet de recherche que je mène actuellement, si j'ai interrogé, si c'est des résultats qui sont actuels au final. Dans le fond, la présentation d'aujourd'hui, ça ne porte pas spécifiquement sur mon projet de thèse, c'est un peu plus les différentes manières de voir les jeunes pris en charge dans la recherche. Donc, la recherche qui est actuelle, là, oui, à ce jour. La stigmatisation des jeunes, c'est omniprésent encore à ce jour. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, parfait, vous pouvez continuer. Approcher des jeunes qui sont en ce moment avec la DPJ, qui sont dans un centre qui s'appelle Avalula. Ah non, dans le fond, répète la question. Oui, vous me demandez si les jeunes que j'ai rencontrés dans les différents projets dans lesquels je m'implique proviennent de la DPJ comme Val-du-Lac. En fait, moi, je viens de Montréal, donc c'est des jeunes que j'ai rencontrés, oui, dans le cadre de mon projet de recherche, mais aussi dans d'autres projets dans lesquels je m'implique comme auxiliaire de recherche, par exemple, qui sont placés en différents milieux, là, comme j'ai présenté un petit peu plus au début. Donc, c'est des jeunes qui peuvent être passés par les foyers de groupe, par les centres de réadaptation. Généralement, les jeunes cumulent différents types de placements. Fait qu'au moment où on les rencontre, par exemple, ils peuvent être placés en centre de réadaptation, mais la norme est que c'est des jeunes qui ont cumulé différents types de placements avant d'aboutir, par exemple, en centre de réadaptation. Ça répond à votre question? Oui.
Est-ce qu'on a d'autres questions? Parfait. Merci beaucoup, Laurence. Pour notre deuxième présentation, nous allons accueillir Vicky Jubinville, étudiante en deuxième année à la maîtrise en psychoéducation. Donc, elle s'intéresse à la résilience, à l'adaptation positive et au pouvoir d'agir chez les jeunes vulnérables. Donc, Vicky nous sensibilisera aux stratégies émotionnelles et aux espoirs pour les victimes de maltraitance à l'enfance. Un, deux, super. C'est pas ma tasse de thé, les présentations avec des micros, mais on va faire de mon mieux aujourd'hui. Donc, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Très stressée. C'était ma première expérience sur scène. Puis j'espère que vous allez passer un bon moment, vous aussi. Donc, pour commencer, je commence avec une question. J'aimerais que quelqu'un ici me dise qui sont les jeunes contrevenants quand on parle de cette population-là. C'est quoi leurs caractéristiques? En levant la main. Oui. Père absent. Très intéressant. Donc, généralement, ils ont des pères absents. Autre chose? Oui. Pardon? Parfois, il y a de la consommation, effectivement, oui. Pauvreté. Donc, ça fait vraiment du sens, les mots que vous nommez en ce moment. Les jeunes contrevenants, qui sont-ils? Ce ne sont pas eux. Ce sont des jeunes âgés de 12 à 17 ans qui ont commis des délits. Donc, on peut penser à vol, voie de fait, ça peut aller jusqu'à tentative de meurtre, mais aussi qui ont été reconnus coupables. Je ne parle pas de père absent tout de suite. Donc, ils ont passé par le système de justice. Ces jeunes-là, ce qui m'a vraiment frappée quand j'ai commencé à lire sur cette population-là, c'est que la majorité, on parle d'environ 90 % d'entre eux, ont vécu des expériences difficiles à l'enfance, incluant la maltraitance. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est que parmi eux, il y en a qui réussissent à s'adapter puis à évoluer positivement. Donc, je me suis demandé, en fait, comment ces enfants, qui passent de victimes à auteurs de violence, réussissent à évoluer positivement. Puis la réponse, c'est en développant une plus grande conscience émotionnelle, donc en développant la capacité à prendre conscience de ses émotions puis en prendre soin. Donc, je vais vous présenter mes concepts pour faire un lien un petit peu avec tout ça. On a parlé de père absent, je reviens ici, la maltraitance. On sait ce que c'est. C'est un sujet qui est assez difficile à aborder. C'est quoi la maltraitance? En fait, c'est toute forme de négligence, d'abus, d'exposition à la violence qui est susceptible de nuire à la sécurité ou au développement de l'enfant. On s'en doute, ça vient avec son lot de conséquences et ça peut être très traumatisant pour un enfant. La maltraitance, ça entraîne des répercussions sur le développement émotionnel de l'enfant. Selon vous, pourquoi? Pourquoi vivre la maltraitance, ça a un impact sur les émotions de l'enfant? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, là. Oui? Vous dirais que leurs émotions sont invalidées par la maltraitance? Les émotions sont invalidées, oui, c'est une partie de la réponse. Autre chose? Oui? Oui, sentiment que mes émotions n'ont pas de valeur. Donc, c'est toutes des bonnes réponses. Puis, ce que vous dites, en fait, c'est que le parent, c'est comme le premier modèle pour apprendre à gérer ses émotions. C'est ça qu'on appelle la régulation émotionnelle. Fait que ça, c'est toi, quand ton catacite du jeudi est annulé, puis tu régules tes émotions pour ne pas pleurer devant tous tes collègues au travail, OK? C'est quoi? C'est identifier, comprendre, gérer, exprimer ses émotions, puis ça se développe à l'enfance. Si je n'ai pas un parent pour m'apprendre c'est quoi la tristesse, la colère, m'apprendre à en prendre soin. Si je n'ai pas un parent pour me dire, je comprends que ça te rend triste de ne pas avoir ta barre de chocolat, mais tu ne peux pas faire le bacon en plein milieu du IGA, mais je ne peux pas développer des stratégies adaptées. Si j'ai plutôt un parent abusif, ça se peut que j'apprenne à montrer ma colère, mais pas ma tristesse. Ça se peut que j'apprenne à résoudre mes conflits avec la violence. Si j'ai un parent négligent, ça se peut que je sois laissée à moi-même, puis que j'apprenne que mes émotions, bien, c'est pas vraiment important. Malgré ces difficultés-là de régulation émotionnelle, bien, il y a des jeunes qui vont vivre une croissance post-traumatique. Ça, c'est vous. C'est quoi la croissance post-traumatique? La croissance post-traumatique, c'est tous les changements psychologiques positifs
qui apparaissent à la suite à une exposition à un traumatisme. Pour illustrer le traumatisme, on peut penser à la tragédie du lac Mégantic. Hein. Au Québec, on sait ce qui est arrivé. C'est un événement qui détruit tout. Le sens de la vie, tes croyances, ta compréhension du monde, voire même qui tu es. Ça entraîne une très grande détresse émotionnelle. Mais quand la personne, elle parvient à gérer cette détresse-là, à gérer les émotions négatives, bien, la croissance post-traumatique s'enclenche. La croissance post-traumatique, c'est les petites fleurs qui repoussent après les dégâts. C'est la reconstruction de soi. C'est recommencer à apprécier les petites choses de la vie, recommencer à croire dans les nouvelles possibilités, retrouver son sentiment de force personnelle. C'est refaire confiance à l'autre, puis développer des relations plus significatives. Selon vous, combien de pourcents de personnes qui ont vécu des événements traumatiques, comme la maltraitance, catastrophes naturelles, vivraient une croissance post-traumatique? Puis là, lancez des chiffres. 70, 30, 90, 100. OK. Les deux premières réponses étaient bonnes, c'est entre 30 et 70 %. Puis pourquoi ça varie autant? En fait, c'est que ça dépend toujours du type de trauma et de la population aussi étudiée. Mais moi, ce que mon étude me dit auprès des jeunes contrevenants, c'est que malgré qu'ils ont vécu de la maltraitance, bien, la majorité expérimente des changements positifs. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'Antoine, puis pour ça, je vais avoir besoin de votre aide. J'aimerais que vous commenciez par penser à un adolescent que vous avez côtoyé ou que vous côtoyez dans votre travail, quand vous étiez vous-même adolescent. Antoine, il a 18 ans aujourd'hui. Antoine, il a vécu une enfance difficile. Donc, son père buvait beaucoup, sa mère pleurait beaucoup. Puis la violence entre ses parents l'a amené à vraiment s'isoler, à être seul. Puis il a dû prendre soin de sa mère quand son père a quitté. On revient avec le père absent toujours. Là, c'est pas drôle, on parle de maltraitance. Donc, il a dû prendre soin de sa mère, puis il a vécu le départ de son père comme une trahison puis un abandon. En l'adolescence, ça ne s'est pas vraiment amélioré pour lui, donc il était toujours seul, déprimé. Puis il s'est tourné vers des amis avec qui il a commencé à consommer de l'alcool. Mais un jour, il a rencontré Amélie, la fille de ses rêves. Ils ont été ensemble pendant 2 ans. Puis pour une fois, Antoine, il s'est senti aimé, reconnu à sa juste valeur. Il se sentait heureux, vivant. Il a même arrêté de consommer. Jusqu'au jour où il apprend qu'Amélie l'a trompé avec un de ses amis. Cette trahison-là va réactiver ses blessures d'enfance. Puis je ne vous dirai pas le mal que ça lui a fait quand Amélie lui a avoué que c'était vrai, puis qu'elle le quittait. Antoine, d'un geste impulsif, va prendre un Exacto, puis va décider d'aller confronter cet ami-là pour y faire peur, puis pour qu'il avoue. Mais la scène va se dérouler complètement différemment quand l'ami va nier jusqu'au bout. Antoine va le poignarder dans l'épaule. Vous comprendrez qu'Antoine va être reconnu coupable de voies de fait graves, puis il va devoir purger une sentence en centre de réadaptation jeunesse jusqu'à sa majorité. Antoine va regretter à tous les jours ses gestes. Il va faire constamment des cauchemars. Il va repenser à Amélie, la fille qu'il aimait tellement, à son ami, aux parents de son ami, à sa mère, qui est à nouveau seule, puis à son père, à l'influence qu'il a pu avoir sur lui. Il va se dire, ça aurait été quoi ma vie si j'avais fait des choix différents? Est-ce qu'il y en a ici qui travaillent auprès des jeunes, enfants, adolescents, peu importe, en levant la main? Oui, en arrière, William. William, tu travailles où? Au CLST. C'est quoi ta clientèle? 5-18 ans. Donc, William, qui est rendu brune, va s'être réorienté dans les centres de réadaptation jeunesse. Puis, un jour, Antoine va tomber sur le chemin de William. William, là, ça va être le premier à s'intéresser à lui, à son histoire. Ça va être le premier à l'écouter, à le rassurer. William va l'aider à faire du sens avec les événements traumatiques de son enfance, puis il va l'aider à mieux identifier, comprendre, prendre conscience de ses émotions.
Antoine, il va réaliser que ce qu'il vit, ce n'est pas toujours de la colère. Souvent, c'est de la honte, de la culpabilité, de la peur. Parfait. Donc, il va vraiment faire des progrès au centre jeunesse, puis ses comportements agressifs vont vraiment diminuer. Donc, William va l'inscrire à des cours de mécanique au centre jeunesse. Puis, pour la première fois, Antoine, il va se sentir bon dans quelque chose, il va faire quelque chose qu'il aime. À 18 ans, il va sortir du centre jeunesse, encore fragile, mais un peu plus confiant. Puis, il va vraiment être reconnaissant que William l'ait pris sous son aile. Ma dernière question pour vous ce soir, est-ce qu'il y en a ici qui sont allés au garage récemment? Peu importe la raison, en levant la main. Oui, pour quelle raison? Pneus d'hiver. Ton nom, c'est? Pascal. Pascal est allé pour ses pneus d'hiver au garage, puis il ne le sait pas, mais c'est Antoine qui l'a servi. Antoine, là, petit gars poli, gentil, professionnel. C'était une belle expérience, hein? OK, il changeait les breaks aussi, ça, c'est un détail important. Puis Pascal, il ne s'y connaît vraiment pas en mécanique. Antoine, il lui a expliqué pourquoi il usait mal ses breaks, pourquoi ses pneus aussi étaient croches. Il a tout réparé ça. Puis Pascal, il a été tellement satisfait qu'il lui a serré la main puis il a dit « Hey, merci pour ton bon travail. » Puis Pascal, il ne le sait pas, mais il a fait une grande différence cette journée-là. Moi, ça me rend émotive parce que ce que je veux que vous reteniez, là, c'est que nous sommes ces adultes significatifs-là, et pas juste les personnes intervenantes, pas juste les personnes enseignantes, qui peuvent faire la différence dans la vie de ces jeunes-là. Parce que quand Pascal il est parti, Antoine il est allé dans le backstore, il a pris une grande respiration, il s'est rappelé ce qu'il a appris au centre jeunesse, puis il s'est dit que ce qu'il vivait, c'était de l'optimisme, de la fierté, puis il se disait qu'un meilleur avenir l'attend. Par notre considération, considérer ces jeunes-là au-delà des délits qu'ils ont commis, par notre sensibilité à leur histoire de vie, par notre accompagnement dans la compréhension de leurs émotions, on fait la différence. Fait que je vous remercie pour votre écoute, puis merci à mes collègues. Il y a des questions. Merci beaucoup, Vicky. Parfait. Est-ce que nous avons des questions? S'il y en a, l'idéal, c'est d'aller au niveau du micro à l'arrière. Pas de questions? Ah, si. Tu expliquais au niveau de la maltraitance. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des jeunes qui ont grandi dans une atmosphère, comment dire, religion, au niveau du high mind control? Est-ce que tu penses que ça peut être un lien avec une maltraitance? Oui, je vais répéter la question. En fait, ce que Madame demande, c'est est-ce que j'ai eu la chance là, d'en connaître un peu plus sur la maltraitance qu'ils ont vécue et si la religion pouvait être impliquée dans la maltraitance. Moi, ce n'est pas un facteur, en fait, que j'ai regardé dans ma recherche. Ça pourrait être intéressant de se pencher peut-être sur les croyances qui peuvent amener des parents à être maltraitants, parce qu'un parent ne veut pas être maltraitant nécessairement, mais je n'ai pas d'informations sur ce sujet-là. Non, parce que comme tu expliquais les situations des jeunes en difficulté, ben, personnellement, je l'ai vécu. Et je le vois avec mon fils. Je suis pas dans la pauvreté. Je suis pas quelqu'un qui bat mon fils. Je suis pas alcoolique. Donc c'est pour ça que les faits que tu mentionnes, je me demande si ça serait peut-être avec le fait qu'on était 30 ans dans une religion de high comfort. Donc c'est juste ça ma question, mais ok. Mais c'est une bonne question. Puis il n'y a pas toujours la consommation, les problèmes de santé mentale d'impliquer. Hein. Ça, là, j'ai raconté une histoire là, qui est d'ailleurs basée sur une vraie histoire, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours ces facteurs-là qui sont impliqués, effectivement. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non? Parfait. Merci beaucoup, Vicky. C'était très intéressant. Donc, nous avons fini notre première partie. Donc, on va avoir à peu près 10 minutes de pause. Donc là, il est 17h53. On se retrouve donc à 18h03.
Et puis nous reprenons avec une petite vidéo sur la faculté d'éducation pour aussi vous montrer tous les projets de recherche qui peuvent être faits à la faculté d'éducation. Voilà, à tout de suite. Très bien, donc j'espère que vous avez passé une bonne première partie, puis nous allons reprendre avec Catherine Pascuzzo, professeure au département de psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Donc Catherine s'intéresse aux relations entretenues par les femmes ayant un parcours de placement, et pour sa présentation, elle nous explique l'importance de ces relations pour favoriser l'adaptation relationnelle de ces femmes ayant connu un placement à l'adolescence. OK, bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et je suis très contente que vous êtes restés après la pause. Donc, moi aussi, je vais vous parler de jeunes qui ont connu un placement en centre de réadaptation. Mais avant de commencer, j'aimerais ça que vous pensiez à votre propre adolescence. Donc, on a pensé à notre transition à la vie adulte tantôt. Là, on pense à l'adolescence, puis à main levée. Est-ce qu'il y en a qui ont déménagé pendant l'adolescence ou changé de quartier ou peut-être changé d'école? OK, je vois que ça concerne quelques personnes parmi nous. Là, je voyais que moi, j'avais la main levée, mais entre vous et moi, je n'ai pas déménagé à l'adolescence, en toute transparence. Mon plus gros déménagement a été quand j'étais adulte. Et je repensais à ce moment-là dans ma vie, puis je trouvais que cette photo-là illustrait vraiment bien la panoplie d'émotions que je vivais. D'une part, je voyais vers l'avenir toutes les belles opportunités qui m'attendaient, mais d'autre part, les nuages, là, c'est un peu ma tristesse. J'étais triste d'être loin de ma nièce, de mon neveu, de mes parents, de mes amis. Puis ce qui m'a vraiment aidée durant cette période-là, c'est justement le soutien de mes proches. Ils m'ont tellement aidée à traverser cette nouvelle aventure là, que j'allais vivre. Donc, pour ceux et celles qui avaient la main levée tantôt, pensez à comment vous vous êtes sentis durant cette période-là. Peut-être qu'il y en a aussi qui étaient super contents de vivre quelque chose de nouveau, d'autres qui étaient tristes de changer d'amis, puis d'autres qui étaient peut-être fâchés, je ne sais pas s'il y en avait, mais peut-être fâchés que les parents ont pris la décision puis nous ont dit ça à la dernière minute. Donc, on voit qu'on peut vivre vraiment des émotions différentes. Puis maintenant, pensez à vos relations, aux personnes importantes dans votre vie. Est-ce qu'elles vous ont aidé à traverser cette période-là? Gardez ça en tête parce que moi, aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'importance des relations. Vicky nous en a glissé un mot tantôt, mais moi aussi, je m'intéresse beaucoup aux relations et aux personnes significatives dans notre vie, spécifiquement chez des adolescentes qui ont connu un placement en centre de réadaptation à l'adolescence. Quand on pense aux adolescentes placées, Laurence nous en a parlé un peu tantôt, mais on sait qu'elles peuvent présenter un risque plus élevé de vivre de la maltraitance, des traumas relationnels, puis d'avoir peut-être des difficultés sur le plan des relations aussi. Les jeunes qui font partie de mon étude, dans le fond, ce sont des jeunes qui ont commencé l'étude quand elles avaient 15 ans. D'ailleurs, c'est Nadine Lanctot qui est la chercheuse principale de cette étude-là. Elle est là parmi nous. Et on a suivi les jeunes dans le temps, jusqu'à l'âge de 28 ans, pour suivre leur adaptation, leur développement. Puis moi, ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les facteurs qui sont associés à l'adaptation relationnelle de ces jeunes-là rendus à l'âge adulte. Avez-vous des idées de quels pourraient être les facteurs, les éléments clés qui pourraient faire en sorte que des jeunes placés en centre de réadaptation auraient une adaptation positive au sens relationnel à l'âge adulte? Vous avez peut-être des idées en tête? Oui? De bons modèles. De bons modèles. Bien, effectivement, ça répond un peu à la question. Ce sont des relations de qualité. Là, vous allez me dire, bien, Catherine, ça fait beaucoup de sens. Vivre des relations de qualité à l'adolescence, ça fait en sorte que je vais avoir une meilleure adaptation relationnelle à l'âge adulte. Oui. Mais j'aimerais discuter avec vous qui sont ces personnes-là dans la vie, quel genre de relations et comment est-ce qu'elles vont favoriser l'adaptation relationnelle. Commençons par définir un peu c'est quoi l'adaptation relationnelle. Donc, l'adaptation relationnelle, c'est la capacité de l'individu à développer puis à maintenir des relations de qualité et de confiance avec les personnes significatives de leur vie. Puis moi, j'étudie l'adaptation relationnelle sous l'angle de l'attachement. Là, je pose la question, là, mais je regarde la table derrière moi. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de la théorie de l'attachement?
Oui, OK, je vois des hochements de tête. Excellent, excellent. Donc, peut-être la première idée qui vient en tête quand je parle de la théorie de l'attachement, c'est la relation entre le bébé et son parent. Effectivement, ça fait partie de l'attachement, ce lien affectif que le bébé développe à l'égard de son parent. Mais l'attachement, c'est quelque chose qui dure toute la vie, de l'enfance jusqu'à la vie adulte. Puis quand on pense, ou quand on parle et pense de la théorie de l'attachement à l'âge adulte, on va parler plus du style relationnel, comment l'individu pense à propos de ses relations, comment il se comporte dans ses relations. Puis la théorie nous dit qu'il y a quand même beaucoup de variabilité individuelle dans la façon qu'on se comporte dans nos relations. Pensez à vos propres relations, ce n'est pas tout le monde qui agit de la même manière. Donc, ce style relationnel-là, on peut le voir sous différents angles. Dans nos attentes. J'ai-tu des attentes positives, que les autres vont être là pour me soutenir, m'accompagner, m'aider? Ou est-ce que j'ai plutôt les attentes que les autres vont me rejeter, m'abandonner? Ça joue aussi sur nos perceptions. Je vous donne un exemple. Ce soir, mon conjoint était supposé de venir m'écouter à Bistro Brain, faire ma présentation. Puis, 1 heure avant la présentation, il me dit « Je ne peux pas me rendre, Catherine, à Sherbrooke ». Je peux interpréter cette situation-là de différentes manières. Je pourrais dire « Bon, il est vraiment déçu, je sais qu'il voulait être là pour moi, je suis déçue, il est déçu, mais je suis très importante à ses yeux. » Ou je pourrais me dire « Bien, c'est ça, il ne s'intéresse pas à moi, je ne suis pas assez importante pour lui, puis il m'a abandonnée pendant que j'avais besoin vraiment de son soutien. » Puis, on voit aussi que le style relationnel se reflète dans nos comportements avec les autres. Est-ce qu'on se dirige vers les autres pour avoir du soutien? Comment je leur demande pour du soutien? Ou est-ce que je préfère rester plus à l'écart et me montrer indépendante? Donc, les attentes, les perceptions, les comportements, c'est tout un reflet de notre style relationnel envers les personnes significatives de notre vie. Puis quand on pense à l'attachement à l'âge adulte, bien, ça concerne beaucoup de relations. Ça peut être notre conjoint, nos parents, nos amis et d'autres membres de la famille. Donc, c'est vraiment plus un processus général. Mais si on revient à nos adolescentes placées, qui sont, selon vous, les personnes significatives dans leur vie? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Oui. Les accompagnants, oui. D'autres personnes? Oui. Les amis. La table en arrière? Les intervenants? Oui. Bon, moi, je m'intéresse spécifiquement à la relation avec la mère et avec la personne éducatrice, donc la personne qui accompagne la jeune dans son quotidien. Et je m'intéresse plus spécifiquement à savoir comment des relations de qualité avec la mère et avec la personne éducatrice, comment ça va contribuer à l'adaptation relationnelle de ces jeunes-là rendus à l'âge adulte. Allons voir ce que la théorie nous dit. Je devrais faire un quiz pour la table en arrière, là, si j'aurais su. Donc, ce que la théorie nous dit, c'est que des relations de qualité entre l'adolescente et son parent, ça va venir teinter les attentes et les perceptions que les jeunes vont développer par rapport aux autres. Et à l'âge adulte, ça peut se refléter dans leur style relationnel, dans leur attachement. Puis l'attachement, on peut le regarder sous deux grandes dimensions. Il y a l'attachement qui est plus anxieux, puis un qui est plus évitant. Ceux qui ont plus un style relationnel anxieux, ce sont des personnes qui sont préoccupées par les relations. Elles ont peur d'être abandonnées, elles ont peur de ne pas avoir de la valeur aux yeux des autres, et elles se questionnent beaucoup par rapport à leurs relations. Tandis que ceux avec un attachement plus évitant, bien, ces individus-là ont appris à vraiment minimiser l'importance des relations, préfèrent vraiment garder les autres à l'écart et se montrer indépendants. J'aimerais voir ce processus-là avec vous, avec des cas un peu plus concrets. Là, je vais vous présenter 3 adolescentes. La première adolescente, c'est Chloé. Là, on dirait que c'est une petite fille, mais c'est une adolescente, OK? Donc, c'est une adolescente qui a une relation plus problématique avec sa mère. Chloé, elle, quand elle vit des difficultés, quand elle est en détresse, quand elle est en colère, sa mère n'est pas toujours disponible pour répondre à ses besoins. Des fois, elle est là, mais des fois, elle n'est vraiment pas là. Donc, Chloé, elle, ce qu'elle a appris, c'est que les gens sont assez incohérents, indisponibles, puis que c'est difficile de faire confiance aux autres. Puis ça, à l'âge adulte, ça pourrait se traduire par un attachement ou un style relationnel plus anxieux, où je suis plus préoccupée par mes relations. Là, on va voir Rachel. Rachel, elle aussi, elle a une relation plus problématique avec sa mère,
Mais Rachel, elle, quand elle vit des difficultés, sa mère a tendance à être froide envers elle, à la rejeter, à être distante. Donc, Rachel, elle apprend, bien, si je veux éviter d'être rejetée par mon parent, je suis mieux de ne pas trop montrer mes émotions. Je suis mieux de prendre soin de moi-même. Et donc, à long terme, elle pourrait développer un attachement qui est plus évitant. Donc, elle va minimiser l'importance des relations. Puis là, ici, on a Héloïse. Encore une fois, c'est des adolescentes. OK? Donc, Héloïse, c'est une adolescente. Puis elle, quand elle va pas bien, sa mère, elle est disponible, chaleureuse, à l'écoute. Elle communique avec Héloïse. Elle essaye de la rassurer. Puis Héloïse, elle apprend que les gens sont là pour elle, qu'elle a de la valeur et que les autres, ils pensent qu'elle est capable de gérer ses difficultés. Puis si elle n'est pas capable, ils vont être là pour la soutenir. Donc, elle, son style relationnel, c'est moins anxieux et moins évitant comparé à Chloé et à Rachel. Fait que là, imaginons qu'on retourne en centre de réadaptation et que Chloé, Rachel et Héloïse sont en centre de réadaptation. On pourrait s'imaginer que la qualité de la relation qu'elles ont développée avec leur mère, les attentes et les perceptions qu'elles ont accumulées à travers le temps, ça pourrait influencer ou ça pourrait jouer sur leur capacité à développer une relation de confiance avec la personne éducatrice qui les accompagne. Êtes-vous d'accord? Et ça, à long terme, ce cumul d'expériences relationnelles-là pourrait ensuite être associé à leur style relationnel, leur style d'attachement à l'âge adulte. Puis c'est ça que nos résultats nous montrent. C'est que les jeunes qui arrivent en contexte de placement et qui ont une relation plus problématique avec la mère, elles ont tendance aussi à avoir des relations de plus faible qualité avec la personne éducatrice qui les accompagne. Et ce que nos résultats montrent, c'est qu'elles risquent à l'âge adulte d'avoir un attachement plus anxieux où elles sont plus préoccupées par leur relation. Ici, le lien, c'est vraiment avec la dimension d'anxiété. On fait d'autres analyses pour regarder la dimension anxieuse, la dimension évitante, pardon. Mais je veux vous dire que ça, c'est des relations. Hein? Donc, l'inverse est vrai aussi. Ce que l'inverse veut dire, c'est que quand les jeunes nous disent qu'ils ont une relation plus positive avec la mère, que la relation elle est moins problématique, bien, elles ont une qualité de relation plus élevée avec la personne éducatrice et rendues à l'âge adulte, elles ont un attachement moins anxieux. Là, vous allez me dire, c'est bien beau ça, Catherine, mais au début de la présentation, tu nous dis que les jeunes placés sont à risque d'avoir vécu de la maltraitance, des traumas, peut-être de l'abandon, puis peut-être en contexte de placement, ils n'ont même plus contact avec leur mère. Est-ce que ça veut dire qu'elles vont nécessairement avoir des difficultés relationnelles à l'âge adulte? Bien non. Ce que les résultats montrent, en fait, c'est justement l'importance de la relation avec la personne éducatrice. Ça fait vraiment écho à la présentation qu'on a eue tantôt de la part de Vicky, de comment il faut miser sur des expériences positives avec des adultes significatifs dans notre vie. Donc, moi, j'ai la grande chance de pouvoir travailler avec des personnes éducatrices de différents centres de réadaptation. Puis justement, ensemble, on réfléchit à comment adopter une posture sensible, chaleureuse, à l'écoute, envers des jeunes qui ont un bagage d'expérience qui peut être un peu plus difficile. Comment établir un cadre tout en étant disponible à l'écoute, parce qu'on veut amener les jeunes à vivre des expériences réparatrices. On veut les amener à voir qu'il y en a des adultes qui se soucient de moi, que je suis importante, que j'ai de la valeur et que les autres, c'est des gens sur qui je peux compter. Puis, avec des expériences réparatrices, on veut les amener à avoir des perceptions plus positives des autres pour que les jeunes puissent vraiment profiter de l'ensemble des personnes bienveillantes autour d'elles. Donc, 2 messages clés à retenir. Ça fait écho à ta présentation, Laurence. C'est qu'il y a une capacité d'adaptation, qu'on peut vivre une adaptation relationnelle positive, qu'on peut s'épanouir dans nos relations, mais ça mise aussi sur l'importance des relations avec les adultes. Et que oui, les pères sont importants, les pères PAIRS, là, les amis, oui, les amis sont importants, les chums, les blondes, mais les adultes demeurent importants dans la vie de nos adolescents et adolescentes. Donc, la suite, ça va être de rajouter des morceaux de casse-tête à notre histoire et justement d'aller explorer d'autres relations significatives dans la vie des jeunes pour qu'on puisse vraiment comprendre quels sont ces éléments relationnels-là pour favoriser leur bien-être à l'âge adulte. Donc, un grand merci pour votre écoute. Je ne sais pas si j'ai trop parlé et laissé du temps pour des questions.
On va avoir le temps pour au moins une question, voire deux, si Magnifique. vous en avez. Oui. Oui, tout à fait. Donc, la question, c'était, là, moi, mon étude porte sur la relation avec la mère. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites avec les pères? J'ai justement une étudiante qui a examiné la relation autant avec la mère, avec le père, pour voir comment ça peut jouer sur les relations des jeunes en contexte de placement. Puis, on voit que chacun des parents va apporter quelque chose là, dans le développement relationnel. Donc, justement, dans mes prochaines étapes d'analyse, ça va être d'ajouter des morceaux de casse-tête, puis voir la relation avec le père, comment ça l'ajoute là, à notre compréhension de l'adaptation relationnelle de ces jeunes-là rendus à l'âge adulte. Est-ce qu'il y a une autre question? En fait, je demandais, est-ce que quand tu parles de l'éducateur, c'est l'éducateur Ivo aussi ou tous les éducateurs? Oui, en fait, dans l'étude précise, c'était vraiment l'éducateur de suivi, donc la personne qui va l'accompagner là, au quotidien. Mais dans mes autres travaux aussi, on travaille avec l'ensemble de l'équipe éducatrice parce que souvent, ce que les personnes éducatrices nous rapportent, c'est que ça peut être des fois très lourd là, d'avoir toujours cette posture sensible-là. Et l'idée, c'est de voir comment on peut se passer le relais. Donc, oui, on peut avoir plus qu'une personne importante dans la vie du jeune, même en contexte de placement. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, pour clôturer cette belle soirée, nous avons le plaisir de recevoir Roxane Perrin-Plouffe, étudiante au doctorat en psychoéducation. Donc, elle s'intéresse à la problématique d'exploitation sexuelle chez les jeunes femmes ayant un parcours de placement en centre de réadaptation. Et ce soir, elle nous parlera des croyances associées au traumatisme liées à l'exploitation sexuelle chez ces jeunes femmes. Bonsoir. J'espère qu'il vous reste un petit peu d'énergie pour une dernière présentation. J'aurais vraiment envie de vous dire que ça va être super le fun, mais on va parler d'exploitation sexuelle. Donc, j'espère au moins que vous allez trouver ça intéressant. Aujourd'hui, je vous parle de blessures invisibles. Donc, des blessures qui ne se voient pas, mais qui vont marquer, qui vont influencer la façon dont les jeunes femmes qui ont vécu de l'exploitation sexuelle perçoivent et appréhendent la vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, avec du recul, j'ai pas eu une adolescence tellement bouleversante. J'ai pas vécu de très grandes adversités. Probablement, un de mes plus grands drames, c'est quand j'avais pas assez de likes sur ma nouvelle photo de profil Facebook. Donc, vous pouvez apprécier mes talents. Je me suis fait des petits cheveux frisés et tout. Donc, voilà. On rit un petit peu, je suis contente. Donc là, ça va être un peu moins drôle. Il y a d'autres adolescentes que c'est vraiment une autre histoire. Il y a d'autres adolescentes que, durant leur adolescence à elles, ça va être des situations d'exploitation sexuelle qui vont vraiment marquer leur vie. Dans le cas de mon projet, je veux le spécifier, l'exploitation sexuelle, c'est vraiment compris comme une violence sexuelle. On va revenir un petit peu sur la définition, mais dans le fond, l'exploitation sexuelle, ce que c'est quand quelqu'un profite de la vulnérabilité d'un jeune pour le forcer, d'une manière ou d'une autre, à échanger des services sexuels contre une rétribution. Il y a un groupe qui est particulièrement à risque de vivre de l'exploitation sexuelle. Vous ne serez peut-être pas surpris parce qu'on parle de jeunes en difficulté, hein? Donc, c'est les jeunes filles qui sont placées en centre de réadaptation ici même au Québec. Dans le cadre de mon étude, on a demandé à environ 125 jeunes filles si elles avaient déjà vécu de l'exploitation sexuelle durant leur adolescence. On a rephrasé un petit peu, vous comprendrez. Et ici, je voulais vous poser une petite question à choix de réponse pour que ce soit un petit peu plus facile. Donc, selon vous, c'est quoi la proportion de ces jeunes filles-là qui disent avoir déjà vécu des situations d'exploitation sexuelle? Est-ce que c'est A, 8 %, B, 27 % ou C, 56 %?
À main levée. C'est 56 %. Peut-être que c'était un peu évident parce que c'est le plus gros, mais effectivement, c'est 56 % quand même d'adolescentes dans mon échantillon qui vont avoir rapporté au moins une situation d'exploitation sexuelle. Au-delà des proportions quand même inquiétantes, hein, vous comprendrez, pourquoi c'est important de s'intéresser à cette problématique-là? C'est parce que ça a des conséquences également importantes, sévères pour les personnes qui en vivent. Moi, ce que j'ai trouvé dans le début de mes analyses, c'est que le fait de vivre de l'exploitation sexuelle, ça serait associé à différentes croyances négatives une fois à l'âge adulte. Des croyances négatives qui vont être à propos de soi, mais aussi à propos des autres, à propos du monde de manière générale. Des croyances négatives vraiment profondes, vraiment ancrées, qui vont venir influencer comment les jeunes femmes perçoivent, comprennent la vie, interprètent les événements. Donc ça, c'était mon punch. On revient un petit peu sur c'est quoi l'exploitation sexuelle, parce que peut-être c'est pas super clair pour certains. Donc, je voulais rappeler que moi, dans le cadre de mon projet, on voit vraiment ça comme étant une violence sexuelle. Une violence qui va être répétée, qui va être prolongée dans le temps, généralement. Ça ne va pas être un choix ou une décision éclairée sur sa propre sexualité. On peut se demander pourquoi. D'abord, l'élément principal, c'est vraiment l'âge. C'est des jeunes filles qui sont mineures, donc légalement, qui sont dans une position de vulnérabilité. Il y a différentes formes que peut prendre l'exploitation sexuelle. Peut-être celle qu'on connaît le plus, ça va être par rapport à l'argent. Donc, des jeunes filles qui vont échanger des services sexuels pour de l'argent. Peut-être ça ne va pas tout leur revenir. Peut-être qu'il va y avoir des pimps d'impliqués dans tout ça. Mais ça peut prendre d'autres formes aussi. Des fois, on va appeler ça du sexe de survie. Donc, ça va être des jeunes filles qui vont échanger des services sexuels pour se nourrir. Ça peut être pour consommer, ça peut être pour avoir un logement, donc avoir quelque part où dormir le soir. Puis ça peut être même pour une promesse de tout ça, même si elle n'est même pas tenue. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a toujours quelqu'un là-dedans, il y a un exploiteur qui va en profiter, qui va profiter de la vulnérabilité du jeune. Une petite analogie rapidement, c'est un petit peu comme si quelqu'un voyait une fenêtre ouverte dans un commerce la nuit. Puis qui en profitaient pour rentrer par la fenêtre, voler un petit peu tout ce qu'ils voulaient, puis même le revendre par la suite pour se faire de l'argent. La fenêtre ouverte ici, c'est la vulnérabilité du jeune. C'est son âge principalement, oui, mais dans le cadre de mon projet, vu que c'est des filles qui sont placées nécessairement, il va y avoir d'autres facteurs de vulnérabilité qui vont s'additionner. Ça va être peut-être des difficultés familiales, de la maltraitance, d'autres sortes de violences subies durant l'enfance. Puis dans le fond, ce que l'exploiteur va venir voler, hein, c'est pas vraiment matériel, mais c'est la sexualité du jeune. Puis au final, comme dans toute violence sexuelle, ben, c'est son intégrité qui va être compromise. Les conséquences de l'exploitation sexuelle sont assez bien connues, mais souvent, c'est beaucoup autour de diagnostics, de symptômes plus cliniques. Donc, on peut penser à dépression, anxiété, troubles de stress post-traumatique. Moi, je voulais aller un petit peu plus au-delà des diagnostics. Je voulais aller regarder les conséquences à long terme de l'exploitation sexuelle, puis je m'intéressais de manière plus générale au système de croyance de ces jeunes femmes-là qui étaient devenues adultes. Ce que j'ai trouvé, c'est que le fait de vivre de l'exploitation sexuelle à l'adolescence, ben, c'était associé à 4 croyances spécifiques qui apparaissent de manière plus marquée une fois adultes. Des croyances, je répète, qui vont être vraiment très profondes, très ancrées, puis qui vont venir influencer la façon dont les jeunes femmes perçoivent le monde. Donc, je vais vous expliquer ces 4 croyances-là. La première, c'est une croyance qui est par rapport à soi, par rapport à sa vision de soi-même, de son identité. Je vous pose une question maintenant, à main levée ici. Qui dans la salle a déjà douté de soi? Je vois que c'est une expérience qui est assez commune. Hein? Ça peut être pour toutes sortes de raisons. Ça se peut que c'est parce que, je ne sais pas, vous avez échoué à un examen, peut-être que vous avez passé une entrevue d'embauche, mais on ne vous a jamais rappelé. Puis là, tu ne sais pas trop ce que tu vas faire de ta vie. Peut-être parce que tu as préparé des super bonnes blagues pour ta présentation Bistro Brain, puis tu n'es vraiment pas convaincu que les gens vont rire. Ça peut vraiment être toutes sortes de raisons. Bien, les doutes qu'on vit un petit peu comme ça au quotidien, les jeunes femmes qui ont vécu de l'exploitation sexuelle, elles vont être portées à... ça va être des doutes qui vont se transformer un peu plus en conviction.
Une conviction qui va venir faire en sorte que les femmes vont penser qu'elles valent rien, qu'elles sont fondamentalement brisées, puis qui vont entraîner une honte de qui elles sont. Les deux autres croyances, c'est des croyances qui vont être à propos des autres. La première, c'est la méfiance. Donc, ça va vraiment être l'impression que les autres, ils vont finir par nous faire du mal, par profiter de nous, par nous blesser. La deuxième croyance à propos des autres, ça va être la peur de l'abandon. Donc, ça va être vraiment l'impression que les personnes les plus proches de moi, donc la famille, les amis, ils vont finir par nous abandonner, ils vont finir par partir. La quatrième croyance, c'est une croyance qui est à propos du monde, donc de la vision un peu plus globale de la vie. Ça va être l'impression que le monde il est dangereux, qu'il y a toujours un malheur qui est sur le point d'arriver puis qu'on ne peut pas vraiment rien y faire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes la nuit dans votre appart, couché dans votre lit, peut-être à moitié tout nu, puis là, tu entends un bruit dans ta cuisine. Puis là, tu es déjà en train de planifier ta sortie par la fenêtre de ta chambre, de ton balcon, de ton 3e étage, parce que tu dis, il y a sûrement un voleur qui est dans ma cuisine. Bien, cette espèce d'état d'alerte-là qu'on peut vivre de temps en temps, c'est vraiment un état d'alerte qui va être beaucoup plus constant, beaucoup plus étouffant pour les jeunes femmes qui ont vécu de l'exploitation sexuelle. Donc, si je résume un petit peu les 4 croyances qui sont associées au fait de vivre de l'exploitation sexuelle, ça va être des croyances d'abord sur soi, donc la honte et l'idée d'être fondamentalement brisé. Ça va être des croyances par rapport aux autres, donc la méfiance, la peur de l'abandon. Et ça va être une croyance par rapport au monde de manière plus générale, donc vraiment la peur qu'il y a toujours un danger là, qui est sur le point d'arriver. On peut se demander pourquoi c'est important de s'intéresser à ces croyances-là. Bien, ça va être des croyances qui vont devenir un petit peu comme des lunettes déformantes dans lesquelles les jeunes femmes vont voir la vie. Donc, peu importe la situation, ça va être comme des lunettes qui vont colorer leur façon de comprendre le monde, de voir la vie. Puis ça, bien, ce que ça fait, bien, ça influence leur parcours nécessairement et leur comportement, mais aussi, au final, leur bien-être puis leur relation, donc la façon qu'elles vont rentrer en relation avec les autres et entretenir leur propre relation. Je voulais terminer sur une petite note un petit peu plus positive, vu qu'on a parlé d'espoir. Hein, je voulais parler d'espoir moi aussi. Donc, est-ce qu'il y a de l'espoir pour ces jeunes femmes-là? J'ai envie de dire oui. Il y a une guérison qui est possible, il y a un rétablissement qui est possible. Puis bien ça passe par un soutien approprié. Il y a de plus en plus d'interventions adaptées pour les victimes d'exploitation sexuelle qui se développent. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et pour faire le pont avec toutes nos autres présentations, bien, c'est sûr que des relations significatives, réparatrices, ça va être super important pour ces jeunes femmes-là. Donc, quoi retenir de tout ça? C'était peut-être un peu lourd, désolée. Mais si vous sortez d'ici ce soir en sachant peut-être un peu mieux c'est quoi l'exploitation sexuelle, les conséquences que ça peut avoir pour les victimes, ben moi, je vais être contente. Parce que pour moi, en fait, c'est vraiment un morceau du casse-tête d'être capable de reconnaître les violences sexuelles, hein, de briser la stigmatisation, la honte, qui repose généralement beaucoup sur les personnes qui les subissent. J'ai envie que ça repose un petit peu plus sur la société au complet. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que nous avons des questions? C'est que finalement, tu as été très claire et il n'y avait pas trop d'informations. Ah, si, pardon. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, Roxane, de c'est quoi ces interventions-là, ou un ingrédient clé de ces interventions qui sont dédiées aux jeunes? Oui, donc je vais répéter. Un élément clé des interventions hein, qui sont développées pour ces jeunes-là, pour ces jeunes femmes ou ces jeunes victimes. C'est une bonne question.
Ben, tu sais, je pense qu'il y a tout ce qui est autour de l'approche qui va être sensible au trauma, qui est vraiment très centrale aux interventions qui sont développées. Donc, vraiment être sensible au vécu de la personne. Et aussi le fait que souvent, ces filles-là, c'est pas la seule chose, malheureusement, qu'ils ont vécu dans leur enfance, mais ils ont souvent un bagage, justement, de maltraitance ou d'autres violences vécues. Donc, une approche qui va être sensible au trauma, c'est assez commun dans les interventions qui sont développées. Est-ce qu'il y a une autre question? Très bien. Merci beaucoup, Roxane. Alors, on approche de la fin de cette belle soirée. Je tiens déjà à vous remercier d'avoir été présents aujourd'hui pour suivre ces 4 belles présentations. Donc, de Laurence, Vicky, Catherine et Roxane. Merci au BOC aussi et à l'équipe qui vous sert ce soir. Donc, au service, nous avions José, Léandre et Anaël, et à la cuisine, Roch. Merci aussi à nos collaborateurs, donc le GRISE, l'équipe AJR et la faculté d'éducation. Merci également à nos commanditaires, donc le SAREUS, le Club Rotary de Sherbrooke, le Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke. Et merci aux bénévoles qui étaient là ce soir. Donc à l'accueil, vous aviez Sophie et Gaël, à la captation vidéo Loïc, à la technique Maël, à la coordination Gaël et Alexis au réseautage. Merci à tous.